On a fait une rapide vidéo ce matin avec Karl Brochu pour parler de ce qui venait se passer à Washington, où Donald Trump a reçu successivement Zelensky, puis une brochette de chefs d'État ou de gouvernement européen, ainsi que von der Leyen et Rutte, le patron de l'OTAN. Bon, c'était évidemment totalement inutile et ridicule, et ça n'aboutira pas, même s'ils annoncent qu'il va y avoir des réunions avec Poutine et Zelensky seuls, puis Trump se joindra à eux. Mais comme de toute façon, à la fois les États-Unis annoncent vendre 100 milliards d'armes à l'Europe à fournir à l'Ukraine, que les pays européens veulent absolument que l'Ukraine garde une armée très puissante, et ça, je cite Emmanuel Macron après la rencontre avec Donald Trump, mais également que ils ne veulent pas du tout d'échange de territoire, et Zelensky l'a dit et répété depuis. On voit pas vraiment ce qu'il y aurait à négocier. En parallèle, de toute façon, les Russes continuaient à bombarder l'Ukraine, et l'Ukraine continuait à faire des attentats terroristes en Russie, donc avec ciblage d'un train, mais également tout type d'attentats terroristes en permanence. Donc, on voit pas vraiment où tout ça va mener, mais de toute façon, je pense que Poutine n'a absolument pas mesuré la nature des actions qu'il entreprend, puisque au Congo, la guerre a repris au niveau de la frontière du Rwanda, c'est-à-dire dans la zone où il y a énormément de terres rares, de minéraux et de métaux recherchés, entre autres pour les batteries de véhicules. Donc là aussi, cette fameuse paix n'existe pas, de la même manière que n'existera aucune paix possible dans la région Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, puisque évidemment ni l'Iran ni la Russie ne pourront tolérer d'être séparés par un corridor de 30 km ou 32 km de large qui serait entièrement contrôlé par les Américains, puisque ça veut dire que l'Iran finalement deviendrait une île au milieu de pays ennemis, puisque la Syrie est devenue un pays ennemi, l'Irak est devenu un pays ennemi, l'Arménie le deviendrait alors que c'était un pays très proche, et après il reste le Turkménistan, pas simple, et de toute façon c'est un désert, donc il y a très peu de routes praticables, et même s'il y en avait, ensuite il faut traverser le Kazakhstan, et le Kazakhstan c'est pas aussi simple qu'il y paraît pour Moscou, hein. Le Kazakhstan est très travaillé. Il faut se rappeler que la capitale du Kazakhstan, Astana, Kazakhstan d'ailleurs ça se dit, ressemble vraiment à une ville complètement kabbalistique, pleine de pyramides et de symboles véritablement maçonniques ou khazars. Voilà, et il reste le Pakistan qui est maintenant dans la cible des pays qu'Israël aimerait bien que les États-Unis détruisent. Alors ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que suite à la rencontre en Alaska, Poutine a appelé un par un grand nombre de chefs d'État, donc évidemment Inde, tous les chefs d'État des BRICS, pour les débriefer sur ce qui s'est passé. Évidemment Xi Jinping en premier, donc on ne sait pas exactement ce qu'il leur a dit, s'il leur a dit à tous exactement la même chose. Mais ce qui est certain et ce qui est inquiétant, c'est que il n'y a pas eu de réunion seul à seul entre Trump et Poutine. Il n'y a eu que des réunions de groupe. Et dans le groupe avec lequel était Trump, il y avait Witkoff, qui a quand même été bizarre, puisqu'il a prétendu que Poutine avait validé des échanges de territoire, ce qui semble très contradictoire avec ce que la Russie et Poutine disent depuis le début de l'opération spéciale. Et la deuxième chose, c'est qu'il accepterait qu'il y ait une sécurité militaire en Iran, en Ukraine, et ce qui est totalement l'inverse de ce qu'a dit Vladimir Poutine depuis le début, puisqu'il veut que l'Ukraine devienne un pays neutre. Et évidemment, la Russie, qui est le plus grand pays du monde, n'a aucune envie de
de conquérir d'autres pays. D'ailleurs, ils ont attendu extrêmement longtemps avant d'intervenir au Donbass, où il y avait une guerre civile qui faisait des milliers de victimes, 15 000 victimes civiles. Donc c'est pas du tout le choix de la Russie. S'ils l'ont fait, c'est véritablement parce qu'il n'y avait plus aucune alternative. Ça, c'est la première chose. Et l'autre point, c'est que également au sein de l'équipe de Poutine, il y a un certain nombre de personnes étonnantes sur tous les aspects commerciaux. Alors évidemment, ça c'est ce qui plaît le plus à Donald Trump, de parler de ces sujets, mais les Russes ne peuvent pas oublier qu'ils ont 300 milliards de dollars d'argent confisqués, qu'ils ont énormément souffert et ils vont continuer à souffrir de sanctions, même s'ils ont particulièrement bien résisté. Pour l'instant, il n'y a aucune sanction qui est levée, que les boîtes étrangères, pour la plupart, continuent à faire énormément d'argent. Il suffit d'aller en Russie pour se rendre compte que les boîtes de luxe, etc., sont toutes là et bien là. Donc elles n'ont jamais véritablement quitté ce marché. Il y a énormément de boîtes et beaucoup de boîtes américaines. Mais pourquoi est-ce que cette personne, dans Dmitriev, donc le conseiller à l'économie, qui est le patron d'un gros fonds d'investissement russe, le gros fonds d'investissement russe, eh bien parce que c'était lui qui était derrière le vaccin Sputnik. Et le vaccin Sputnik s'est apparu être une variante vraiment très proche d'AstraZeneca. Quand on sait qu'AstraZeneca est la première injection qui a été retirée du marché, on comprend que finalement les Russes sont pas tant fait que ça, la pub pour leur injection. Et d'ailleurs, elle n'était pas obligatoire dans l'armée. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a énormément d'infiltration également au niveau de l'État russe. On a vu au cours des dernières semaines des militaires de haut rang qui ont été limogés parce qu'ils étaient impliqués dans des grosses affaires de corruption. Évidemment, il y en a encore. On se rappelle d'ailleurs au moment du coup d'État de Prigojine, de Wagner, que le chef de l'armée, le chef de l'armée pour le front, était impliqué dans le coup d'État. Donc rien n'est simple, puisque la Russie est un grand pays, un pays qui est écartelé entre des patriotes tendance communistes, d'autres tendances un peu nationalistes ou fascistes comme vous voulez, et d'autres qui ont plutôt été élevés et ont fait toute leur carrière et doivent tout leur succès à l'Occident et qui n'ont rien de patriote. Donc il n'y a qu'à regarder la plupart des oligarques, dès qu'ils ont la possibilité d'aller dans des hôtels à Courchevel, Méribel, Saint-Tropez ou ailleurs, ils le font. Bon, ils le font un peu moins en ce moment parce que ce serait vu d'un mauvais œil, mais n'empêche qu'il y en a beaucoup qui continuent à le faire. En général, ils ont des passeports de plusieurs nationalités, comme les Iraniens, ce qui leur permet de voyager très facilement. Et ces gens-là n'ont absolument aucun patriotisme. On l'avait vu au moment du début de l'opération spéciale. Souvent, d'ailleurs, ils avaient des médias ou des grandes sociétés qui se sont même avérées presque ennemies de la Russie. Et d'autant plus avec les positions que la Russie prend vis-à-vis d'Israël depuis le début du génocide et qui crée de grosses distensions parce qu'il y en a beaucoup qui sont binationaux. C'est-à-dire qu'en Russie, il y a beaucoup de binationaux israéliens et en Israël, il y a une énorme minorité, c'est 2 millions de personnes sur 6 millions de personnes en Israël qui ont la binationalité russe. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement compliqué à traiter pour Vladimir Poutine. Donc on est dans une période complètement folle avec des analystes qui ont du mal à regarder les choses clairement, en particulier sur qui est Macron, sa position dans les photos, sa position dans les discours, sa position sur l'intégralité des sujets qui sont débattus. On voit que c'est lui la force dominante, et il l'est d'ailleurs depuis avant 2022, où il a complètement pris les choses en main, et pendant la période du Covid, c'était pareil. Donc passez un bon moment, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.
lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you were, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations. Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie? J'ai Bertrand Scholler qui va venir commenter avec nous la rencontre d'hier à la Maison-Blanche de Zelensky et les dirigeants européens, certains en tout cas, qui ont été voir Donald Trump en réponse de la rencontre qu'il y a eu avec Poutine la semaine dernière. Bertrand, tu nous as dit que tu viendrais nous analyser ça mardi matin. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre hier-là? Peut-être avant, et un peu comme une digression, je voudrais parler de trois sujets. Oui. Le premier, c'est qu'on a appris ce matin qu'au Congo, la guerre avait repris. OK. Dans la région frontalière avec le Rwanda. Alors, c'était prévisible que cette guerre reprenne parce que c'était une fausse paix. En fait, c'était une arnaque avec les Américains qui viennent, un peu comme ils ont essayé de le faire avec l'Ukraine, Trump, en demandant donnez-nous pour 300 milliards de terres rares et on assurera votre sécurité. Puisque ça, c'était la première proposition de Trump. C'est remboursez-nous les armes, donnez-nous toutes vos terres rares et comme ça, on possédera ce qu'il y a à la frontière entre vous et l'Ukraine et ce sera la sécurité. Bon, ça n'a pas marché, c'est reparti. On risque d'avoir exactement la même chose avec l'Arménie, puisque les Américains disent on va contrôler les routes commerciales, les routes gazières, les routes pétrolières, donc une bande de 32 km de large au sud de l'Arménie, donc la frontière entre l'Arménie et l'Iran, et ils appellent ça une paix, alors qu'en fait, c'est un abandon, entre guillemets, des deux pays d'ailleurs, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, qui finalement vont se retrouver à plus ou moins court terme au sein de l'OTAN. Donc en fait, quand l'OTAN ne s'approche pas de la Russie, et c'est pour ça que c'est la transition vers la suite par l'Est, donc par l'Ukraine, il va s'en approcher par le Sud. Parce que Trump est tout à fait capable, avec les pays de l'OTAN, dans quelques temps, de dire finalement, l'Arménie veut rejoindre l'OTAN et ils ont un Premier ministre parfait pour ça. Ou alors, même pire, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie fusionnent, donc au sein d'un pays de l'OTAN, pour recréer l'Empire ottoman. Et donc, on peut tout imaginer, pas parce que c'est ce que Trump a en tête. Le problème, c'est que Trump ne comprend absolument rien à la géographie. Il ne sait même pas que l'Espagne est un pays de l'Union européenne. Il pense que l'Espagne est également un pays des BRICS. Il confond tout.
Et je pense que quand Poutine le rencontre, il essaie de lui apprendre l'histoire, il essaie de lui apprendre la géographie, mais la capacité d'attention de Donald Trump est très courte. Et la réunion d'hier, elle commence par Zelensky qui rencontre Donald Trump. Donc Donald Trump fait une petite introduction, il lui dit qu'il est content, qu'il porte enfin un costume, etc., qu'il trouve ça très sympa. Donc on voit déjà le niveau du débat, enfin qu'ils se sentent obligés de souligner ça. Ça montre qu'ils s'adressent a priori à des gens un peu crétins, tu vois, qui n'auraient pas remarqué que depuis quelque temps, Zelensky essaie de s'institutionnaliser un peu avec des traits militaires costumes. Mais surtout, quand Zelensky prend la parole, pendant ces réunions un peu conférences de presse, Zelensky remercie la femme de Trump d'avoir envoyé une lettre personnelle à Poutine dans laquelle elle accuse et elle responsabilise Poutine de vol d'enfants, de kidnapping d'enfants. Et donc, il félicite Donald Trump. Donc, évidemment, ça fait plaisir à Donald Trump puisque ça valorise sa femme. Et Trump n'aime rien de plus que ce qui valorise sa famille. Et ensuite, il continue en lui disant « Tenez, monsieur le président, j'ai une lettre de ma femme pour votre femme. » Et tu vois le visage de Trump qui s'illumine. « Waouh, ma femme est dans les relations diplomatiques internationales, une lettre de la femme de Zelensky. On va vraiment avoir la paix et je serai prix Nobel. » Parce que je réapprends, entre guillemets, aux hommes politiques et bientôt les enfants vont s'envoyer des jeux vidéo et des pyrogravures et des machins et c'est vraiment, on reviendra à l'époque de je sais pas quoi, parce qu'à aucune époque on traitait les choses comme ça. Si l'Iliade et l'Odyssée avec Hélène de Troie et les femmes qui sont piquées et les guerres qui sont déclenchées, etc. Bref, ça commence de façon vraiment bizarre. Et dans la foulée, Trump fait un tweet sur son réseau Truth Social dans lequel il dit « J'ai eu une très bonne discussion avec von der Leyen au sujet des problèmes des enfants kidnappés. » Et donc, en fait, ils ont pris comme point d'attaque sur Trump la lettre de sa femme à Poutine et ils ne vont que taper dessus. Comment vous pouvez imaginer avoir confiance à un pays qui enlève des enfants, etc., etc. Il tape là-dessus. La deuxième chose sur laquelle il tape, c'est que Trump, il a vraiment un ego démesuré. Il veut être un homme qui provoque des paix. Mais il veut aussi être un homme qui rend l'Amérique grande à nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, et ça, il l'avait annoncé à Poutine, il a dit, moi, je ne fournirai plus d'armes gratuitement à l'Ukraine, mais si on veut m'acheter des armes, pas de problème. Eh bien, qu'à cela ne tienne, l'Europe vient d'annoncer un budget supplémentaire par rapport aux 800 milliards qu'ils ont déjà annoncés et qui sont déjà annoncés, tu sais, pour payer les fonctionnaires, pour payer les soldats, les mercenaires, etc. 100 milliards d'armes en plus. Alors, il faut savoir que 100 milliards, c'est plus que le budget militaire annuel de l'Allemagne. C'est 2 fois plus que le budget militaire de la France, très augmenté, puisque on parle quand même de 100 milliards. Et ça, on ne sait pas pour quelle durée. Est-ce que c'est pour les 6 prochains mois et ça inclut 60 F-16 plus? On ne sait pas, puisque dans toutes les réunions aparté, ils ont fait comprendre à Trump que s'il avait fourni aux Ukrainiens, il y a 6 mois, une 60aine d'avions F-16, le sort de la guerre aurait été changé, les Ukrainiens n'auraient pas perdu la région de Koursk et ils auraient pu s'étendre plus loin en Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier en parallèle à ça? Donc, toutes ces décisions, finalement, de rendre la guerre éternelle. Puisque depuis le début, Poutine dit « Voilà la raison de l'opération spéciale » et ça fait 3 ans et demi qu'il dit qu'il ira jusqu'au bout. Et le critère numéro 1,
c'est que l'Ukraine soit démilitarisée. Eh bien, qu'a dit Macron en direct à la télé après les réunions avec Donald Trump? C'est que de toute façon, il n'y aurait aucun échange de territoire, c'est-à-dire que la Russie devra rendre, selon Macron, tous les territoires qu'elle a conquis par la force. Alors, je connais aucun pays qui conquiert et qui perd énormément de soldats, etc., un territoire et qui le rend. Ça n'arrive pas. La seule chose qui arrive, c'est qu'il est constaté qu'il est là. On fait bien la France avec l'Alsace-Lorraine. Eh ben, c'est à chaque fois celui qui a gagné qui a gardé, en fait, l'Alsace et la Lorraine. Et, oui. Et l'Allemagne ne l'a pas récupéré depuis, même si les choses se sont apaisées entre l'Allemagne et la France. Et on sait, puisque en Alsace et la Lorraine, la plupart des noms des gens qui viennent de là, ce qui est mon cas, sont des noms à consonance allemande. Et la langue qui est parlée est une langue de consonance qui était parlée, en tout cas à l'époque, et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait. Dans les familles, les gens parlaient l'alsacien ou le lorrain, et c'est quasiment l'allemand. Un peu comme l'ukrainien et le russe. C'est-à-dire, il y a des variantes, c'est une langue similaire. Donc, Macron dit, il n'y aura pas d'échange de territoire. Bon, on ne voit pas ce que peut proposer en échange l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont comme monnaie d'échange vis-à-vis de la Russie? Et la deuxième chose, il dit, il faut que l'Ukraine ait une armée très puissante, de centaines de milliers d'hommes bien équipés. Alors, il insiste en disant pour se défendre. OK. Ils ont besoin de se défendre contre qui? La Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Ukraine. La Russie a juste voulu protéger des gens qui étaient attaqués par l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y avait eu 14 000 morts déjà dans le Donbass. Il y avait une guerre civile très importante. La Russie est allée à la demande des républiques de Donetsk et de Lugansk pour venir en aide aux civils et aux forces militaires, mais après 7 ans de drames militaires, mais de drames civils, puisqu'en plus les habitants étaient déconnectés de l'Ukraine, donc ils touchaient plus de retraite, il n'y avait plus d'aide, il n'y avait plus de sécurité sociale, il n'y avait plus rien, et il a fallu que les Russes mettent tout ça sous perfusion, c'est-à-dire que les Russes se sont mis à payer pour permettre à ces personnes de survivre. Peu de personnes le savent. Et dans le même temps, le gaz russe continuait à irriguer toute l'Ukraine et à rapporter des centaines de millions de dollars à l'Ukraine puisqu'il passait par le territoire ukrainien. Donc la Russie était quand même vraiment sympa avec l'Ukraine, preuve qu'ils n'ont jamais eu l'intention de conquérir l'Ukraine ou de rendre la situation difficile à l'Ukraine, puisqu'on sait très bien que le premier réflexe des Occidentaux quand ils veulent faire du mal à un pays, c'est qu'ils coupent l'argent, ils coupent absolument tout, ils mettent des sanctions, ils isolent le pays. La Russie n'a jamais essayé d'isoler le moindre pays. Il n'y a jamais eu de chantage au gaz, il n'y a jamais eu de chantage à rien du tout. Et ils ont mis énormément de temps à détruire des infrastructures utilisées par les civils. Et ça a toujours été en réaction à des attentats contre le pont de Kerch, contre Crocus, mais également contre des installations, des raffineries en Russie ou des immeubles civils. Qu'est-ce qui s'est passé hier en parallèle de cet événement? Il s'est passé 3 choses. Une première chose, pendant la nuit, la Russie a lourdement bombardé l'Ukraine. Donc les Russes ont fait passer le message qu'ils voulaient bien discuter de paix, mais pas de cessez-le-feu, et que la guerre ou l'opération spéciale, ou appelez ça comme vous voulez, continuerait selon la stratégie qui a été décidée et qui est de désarmer entièrement l'Ukraine. Et s'il faut désarmer l'OTAN et les États-Unis qui envoient des milliards d'armes
à l'Ukraine qui finalement servent uniquement dans des opérations terroristes, eh bien, les Russes vont continuer, ils n'ont pas peur. Et d'ailleurs, la preuve que les Russes ont peur, c'est que Poutine s'est rendu en Alaska. Ce qui est quand même un signe d'une force tranquille incroyable. On imagine bien que Kadhafi ne serait pas allé pour négocier la paix ou Saddam en dehors de son pays. D'ailleurs, même dans son pays, il était en danger parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il aurait été arrêté, etc. Tu vois, et donc, Poutine, lui, n'a pas peur, puisque la puissance russe est telle qu'il n'a pas peur. Mais il s'est passé deux choses hier. Petit 1, il y a un train, opération terroriste, vraisemblablement ukrainienne, qui a fait dérailler et exploser un train. Et la deuxième chose, c'est que les Russes ont empêché un nouvel attentat du pont de Kerch. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui était une voiture électrique, mais dont pratiquement toute la zone des batteries avait été remplacée par des explosifs. Donc la voiture, il y avait des milliers de kilos d'explosifs qui étaient cachés en fait là où sont les batteries. Et cette voiture, elle est arrivée par l'Ukraine. Alors, je ne sais pas trop comment ça a traversé les frontières, mais elle s'est baladée, etc., pour revenir vers le pont de Kerch, mais tout ça en transport, c'est-à-dire la voiture ne roulait pas sur la route. Et les Russes expliquent qu'en fait, après, il y avait très peu de batterie, puisque c'était une voiture mixte, batterie et moteur, tu vois, genre, mais avec beaucoup de place pour des batteries. Et ils allaient avoir un chauffeur suicide. Donc, ils allaient mettre au volant de la voiture, selon les mêmes méthodes qu'ISIS ou Daesh, un chauffeur qui allait s'exploser. Et ça devait avoir lieu hier dans la soirée. C'est-à-dire que tout ça était organisé, tu vois, pour que ça explose. Donc, ça a été organisé au cours des derniers jours. Tout ça s'est passé, tu vois, ça veut dire que l'Occident a en permanence des plans d'action terroriste prêts pour des moments symboliques. C'est-à-dire, ils ont sans doute des cellules dormantes à Moscou, des cellules dormantes à Saint-Pétersbourg, etc., puisqu'on a vu qu'ils ont pu tuer des généraux après les avoir observés pendant des semaines. Tu sais, où ils avaient mis une caméra, ils mettaient des caméras dans des voitures garées devant la maison d'un général pour un jour le faire exploser, en fait. Le général spécialiste des armes et des biolabs, des armes biochimiques. Donc, on est vraiment face à des gens qui sont prêts à tout. Et donc, ça doit être très compliqué pour la Russie. Parce qu'en fait, ils ne se battent pas contre des États normaux, ils se battent contre des États terroristes. Mais c'est très important d'avoir ça en tête. C'est qu'ils se battent contre des terroristes. Les Russes ont face à eux des gens qui vont utiliser des voitures piégées et des chauffeurs qui vont se suicider sans le savoir, comme ça a été fait avec le chauffeur d'un camion il y a quelques mois. On est véritablement dans une situation unique, c'est-à-dire que tu as des chefs d'État et des hiérarchies d'État qui utilisent, ne cachons pas les mots, véritablement les méthodes du Mossad. Parce que jusqu'à là, les pays s'étaient un peu arrêtés de se faire la guerre comme ça. Tu vois, ils s'étaient dit, on ne peut plus s'assassiner les uns les autres, il faut qu'on essaye d'arrêter. Eh bien, on est revenu à la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Emmanuel Macron qui disent qu'ils veulent la paix. On a des petits problèmes avec le signal à Bertrand. Là, ça vient de couper. C'était très intéressant de ce qu'il nous parlait. On va être patient.
Je vais demander à Bertrand de sortir du studio et de revenir. Ça devrait, pour terminer l'émission, il nous reste une dizaine de minutes. Le matin, je suis un petit peu plus restreint là, dans mon temps. Mais ce que Bertrand Chaleur vient nous dire, c'est fort intéressant d'analyser un peu, puis on en parle. Ah, là, je pense que ça revient. Là. Oui, Bertrand, excuse-moi, ça l'a bloqué. Continue. Tu disais qu'on était rendu à la loi de la jungle. Tu étais rendu là quand ça l'a coupé. Ah, voilà, il va revenir ici, là. Bertrand, excuse-moi, je vais couper ça ici. Ben, parce qu'en fait, je suis à un endroit où Internet, c'est avec Starlink et ça marche parfois, il n'y a plus de satellite, en fait. Il n'y a pas de problème. On était rendu, on est comme rendu dans une genre de loi de la jungle. Tu étais là dans ton explication, continue. Donc, on a des présidents qui expliquent à la télé, la main sur le cœur, ma femme écrit une lettre à cause des enfants levés, on fait un procès contre une influenceuse parce qu'il y a les Russes derrière, on est machin. Mais on aime l'Ukraine et en fait, ils sont des sponsors du terrorisme. Imagine, juste une seconde, que la Russie utilise les mêmes méthodes contre les pays qui aident l'Ukraine. Et que maintenant, on ait des trains en France qui se mettent à exploser, qu'on ait des voitures piégées qui traversent le pont de Milo ou d'autres endroits et qui explosent, qu'on ait des raffineries, voire même des centrales nucléaires menacées. Mais t'imagines la vie des Français? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait aux Russes. Pourquoi? Les Russes, ils disent depuis mars 2022, mais bien avant le début de leur opération spéciale, qu'ils veulent la paix, mais avec des règles, que l'OTAN les a trahis, puisqu'il était convenu que l'OTAN n'avance pas vers l'Est, et ça ne s'est jamais arrêté. Que l'Ukraine a trahi le peuple russe en interdisant la langue russe, en interdisant, finalement, en imposant la russophobie, parce que c'est ça qui s'est passé avec le Donbass. Mais tout ça, les personnes l'oublient. Pourquoi? Parce qu'en France, on parle d'un olivier qui a été coupé. Ah oui. En France, on parle de canicule, alors que si tu discutes avec des gens qui vivent dans le Var, ils te disent « cette année, il n'y a pas de canicule ». Parce qu'en fait, la canicule, c'est quand il fait aussi chaud le jour et la nuit. C'est-à-dire que la température ne baisse pas. Et crois-moi, s'il fait 35 degrés la nuit et que tu n'as pas de clim, c'est difficile de dormir. Donc cette année, il n'y a pas de canicule. Il fait très chaud, il reste très chaud la nuit, mais la température baisse. Mais ça, évidemment, ils ne le disent pas. C'est-à-dire, on passe notre temps à détourner notre attention. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a un président français qui veut, par tous les moyens, pousser à la guerre. Et ce qui est incroyable, c'est que des gens français qui sont des bons analystes continuent à dire que tout ça, c'est la faute de Johnson, l'ancien Premier ministre anglais. Parce qu'il aurait dit un jour à Zelensky « Non, non, t'inquiète pas, tu dois faire la guerre, on va t'aider ». Alors qu'il était radiocommandé pour le dire. Ah, il n'y avait pas que lui qui le disait. Mais les gens, parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est Macron, parce qu'ils disent depuis des années des conneries à leurs auditeurs que Macron n'est rien, etc., ils essayent tout le temps de trouver un autre coupable. Donc c'est l'époque de Johnson, c'est l'époque de machin. Mais qui, aujourd'hui, réussit à donner les milliards? Qui crée ce club des volontaires? Il faut regarder les photos d'hier. Hey. Macron est toujours au centre. Il est toujours au centre. À une époque, les gens disaient « Mais Macron, c'est le petit toutou de Van der Leyen. » Il n'y a qu'à regarder les photos. Van der Leyen, elle a beau être une femme, elle est mise tout le temps à l'extrémité des photos. Et on pensait que Trump, moi je me rappelle, il y a des comptes hier qui disaient « Vous allez voir, Trump va distribuer les baffes. » Non, Trump, il n'a fait que distribuer les compliments. Ben oui. Et le pire, c'est qu'il distribue des compliments et
les gens sont tellement des poupées latex de l'analyse qu'ils disent « Non, mais ce sont des faux compliments ». Alors quand il dit à Emmanuel Macron « J'ai toujours bien aimé Emmanuel Macron », il a été un des premiers à venir me voir quand j'avais été élu en 2016 et il m'avait invité pour le 14 juillet et ceci et cela et ma femme l'aime beaucoup et moi je l'aime plus qu'à l'époque. Et les gens disent non, mais non, il n'a pas dit ça, il a voulu dire l'inverse. Mais non, il a dit ça et tout le monde a entendu qu'il avait dit ça. Quand il dit à Netanyahou tu peux en finir comme tu veux avec Gaza, il a dit ça, il n'a pas dit l'inverse. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais les personnes, ils ne veulent pas regarder la photo d'Emmanuel Macron, ils ne veulent pas écouter les petites phrases d'Emmanuel Macron, ils ne veulent pas voir qu'il gagne toutes les élections, ils ne veulent pas voir qu'il a détruit les oppositions, ils ne veulent pas voir qu'il contrôle les médias, ils ne veulent pas voir qu'il est à la tête d'une coalition pour pousser à la guerre jusqu'à la fin contre la Russie, ils ne veulent pas voir qu'il soutient mordicus Israël, parce que c'est quand même en France qu'il y a un Olivier qui est abattu comme par hasard. Oh, un Olivier? Ah oui? Oui. Oh, c'est épouvantable. Non, mais t'imagines, il y a des centaines de milliers de morts à Gaza et dont les médias en question ne parlent jamais, mais ils parlent en boucle de cet Olivier et donc d'un vrai problème avec l'antisémitisme et l'antisionisme, parce qu'il y a un Olivier qui est coupé, et donc qu'il faudrait peut-être suspendre le fait de vouloir reconnaître la Palestine parce que ça donne du grain à moudre à ceux qui veulent faire des actes antisémites. Ah. Et donc, en fait, tout est instrumentalisé. Ah, puis l'État profond, en ce moment, il en veut des gestes antisémites, ils en veulent, sinon ils vont en créer, de toute façon. Exactement. Ils vont les créer. Si ça arrive pas naturellement, ils vont les créer. Et je sens, Bertrand, que toutes comment je pourrais te dire, tout ce qu'ils nous ont mis dans la tête avec Hollywood est prêt actuellement. On essaie d'activer ça, là, dans le chaos qui est en train de s'installer. Mais il faut sortir de ça. Tu vois, Karl, c'est très malin, Olivier. Parce que ils auraient pu faire des tags dans un cimetière, mais ça a déjà été fait. Et à Carpentras, et d'ailleurs, ça a permis de faire une loi qui s'appelle la loi Guesso, qui interdisait de s'exprimer sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sur toutes les questions juives et d'autres sujets. À chaque fois qu'il y a eu un épisode comme ça qui a marqué, ils ont sorti une loi. Et donc là, ils vont sortir une loi. Parce qu'en fait, tous les médias ne parlent que de ça. Ils parlent que de Macron qui veut la paix et de la France qui est vraiment attaquée à tel point que les gens coupent des oliviers. Parce que, évidemment. Et ça fonctionne, mais surtout, c'est amplifié quotidiennement. Et derrière, on va bientôt découvrir qu'évidemment, il y a la main de Moscou. Ah, là, c'est clair. Puis à Montréal, sur l'île de Montréal, Bertrand, on vit exactement le même phénomène où, là, la semaine dernière, là, on a montré un supposé musulman qui aurait battu un juif sur l'île de Montréal, repris par un média indépendant, mené par un membre de la communauté. Et on essaie d'augmenter les tensions en ce moment entre les communautés. C'est évident. Mais regarde, c'est très intéressant ce point. Le média en question, comme beaucoup d'influenceurs, ils ont fait leur galon pendant le Covid. On les a autorisés à exister. Si tu reprends ce média, il est devenu très gros, très crédible, très aimé par la dissidence pendant le Covid. Voilà. Ensuite, sur l'Ukraine, ils ne sont pas trop exprimés, bien qu'ils n'aiment pas tellement les Russes, mais tu vois. Et alors, au moment où ils peuvent jouer sur la fibre racisme, sur la fibre pro-Israël, eh ben, ils embarquent dans leur filet tous les gens qui ont appris à avoir confiance en eux pendant le Covid. On a eu la même chose aux États-Unis, avec des très gros influenceurs qui avaient des millions de personnes qui les suivaient, dont énormément de musulmans, puisque c'était beaucoup dans ces communautés-là que les gens n'étaient pas tombés dans le piège du Covid. Exactement. Et ces gens, en fait, avaient appris à suivre aveuglément ces influenceurs parce qu'ils étaient le seul qui prenait des positions, mais personne ne se méfiait
sur le fait que toi ou moi, on était censurés sans arrêt. Mais ces médias, ils avaient des millions de vues. Oui. Comment est-ce qu'ils avaient une armure d'invisibilité pour avoir autant de vues, autant de présence sur les médias, autant de budget, autant de journalistes? Ils avaient suivi, par exemple, le convoi de la liberté et ils étaient très, très présents. Donc, ils étaient adorés. Et le jour où ils ont pigeonné tout le monde, où ils ont montré leur vrai visage, eh bien, ça a fait exploser la dissidence parce qu'il y en a plein qui disent « Non, mais comment tu peux douter d'eux avec tout le bien qu'ils ont fait sur cette question-là » Et moi, j'ai le même problème en France quand je critique certains. On me dit « Mais arrête, il a été tellement génial pendant le Covid, il a tellement… » Et je dis « Mais c'était un piège. Le Covid, c'était fait pour que tous ces gens, vous créiez une relation de confiance et de dépendance vis-à-vis d'eux au moment où vraiment… ils vous mettront un fusil sur la tempe à vous faire croire l'inverse de ce qu'il faudrait qu'ils vous disent. Bertrand, pour ne pas dire qu'il n'y a pas personne qui sont toutes de mauvaise volonté, j'ai connu personnellement l'ensemble de ceux qui ont pris le leadership pendant la COVID. J'ai vu, je me méfiais de certains, et là, quand est arrivé le conflit en Ukraine, et quand est arrivé surtout le 7 octobre en Palestine, j'en ai vu sortir certains, et là, j'ai fait réfléchir certains Québécois. J'ai dit, comment ça que ces gens-là nous parlent de l'État profond depuis plusieurs années, mais nous ont jamais nommé qui en étaient les auteurs. Exactement. Et ils ne le font jamais. Et bizarrement, ils font des émissions avec les personnes qui leur donnent un passeport d'immunité. Ouais. T'as des chaînes, des petites chaînes, qui sont fiers d'inviter l'ambassadeur d'Israël en France pour raconter pendant 1 heure la Hasbara sans contradiction, sans qu'on lui dise « mais vous êtes aussi une puissance nucléaire et ok, peut-être vous avez des problèmes avec les terroristes du Hamas, mais pourquoi vous bombardez, vous détruisez aussi la Cisjordanie, pourquoi le Liban, pourquoi la Syrie, vous avez confisqué l'eau, le peuple syrien n'a pas le droit à son eau. Pourquoi ça fait 20 ans que vous expliquez que dans 6 mois, l'Iran aura la bombe atomique alors que c'est que des conneries, puisque toutes leurs installations sont vérifiées et tout est clairement prouvé. Pourquoi vous avez assassiné autant de scientifiques civils, etc., etc. Pourquoi vous avez fait des opérations terroristes de grande ampleur? Non, aucune de ces questions-là. À la limite, les seules questions posées, c'était des questions qui avaient été autorisées avant l'émission. Mais ces gens-là bénéficient d'aides immenses parce que, tu comprends, c'est un média qui a été créé par une femme, puis elle est sympa, et puis elle invite des gens sympas, et puis sa vie est en danger. Des gens lui ont dit que sa vie était en danger. Elle a presque dû faire une vidéo dans un placard pour dire « Donnez-moi vite de l'argent parce que ma vie est en danger ». Et ça fonctionne. Et si tu oses le dire, si tu oses montrer les gens la réalité en face, on te dit « Ah non, mais t'es un diviseur ». C'est clair. On a vu aussi ça pendant la COVID, Bertrand, qui se sont autoproclamés 10 heures de vérité parce qu'ils ont vu les autres faire une manne d'argent avec ça. Et il y a plusieurs faux culs aussi qui ont apparu, là, qui sont disparus très rapidement aussi, dans plusieurs cas. Mais certains perdurent en ce moment. Il faut le noter, là, c'est clair. Non, mais moi, j'ai quelqu'un que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Richard Boutry et qui m'a parlé des chiffres, des centaines de milliers d'euros nets que gagnait, par exemple, quelqu'un comme Cossette. Et qui se plaignait en disant « j'ai des difficultés ». Écoute, puis on peut pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie, mais on peut quand même noter qu'effectivement, que les gens donnent à qui ils veulent, ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. Moi aussi. Ouais, mais c'est ça. Ils prennent l'habitude de ça et développent un narratif autour parce que quand on regarde Cossette Trudel, avant la COVID, il s'était mis à parler de Trump, puis dans son analyse, faut comprendre. Ça veut pas dire de pas l'écouter, mais moi, j'ai appris ça en histoire. Il faut qualifier nos sources, puis savoir l'origine
de celui qui émet des opinions comme Cossette Trudel ou tout autre. Hein? C'est Krishnamurti qui disait « Ne me suivez pas, faites-vous votre propre idée ». C'est très important de garder son sens critique avec qui que ce soit. Non, mais Cossette Trudel, il a réussi à dire aux gens qui l'écoutaient qu'en fait, ce que Trump avait fait en donnant des milliards à Pfizer et Moderna, en fait, c'était pour empêcher d'avoir des mauvais vaccins. Non, mais que son opération, en fait, c'était une opération. Mais qui donne des milliards à des gens pour les empêcher de faire ce qu'ils ont fait et qui a sans doute détruit la vie et la capacité de faire du sport de millions de personnes. En ce moment, à la télé, dans tous les pays du monde, ne faites pas trop de sport, ne laissez pas vos enfants avoir mal au cœur sans aller vite voir un médecin pour qu'ils prennent des pilules à vie, etc. Mais tout ça, ce ne sera jamais lié aux injections. C'est le climat, c'est Poutine, le stress de la guerre à nos portes, etc. Ça, c'est l'habilité de tous ces influenceurs-là qui ont réussi quand même à nous mettre Donald Trump comme le leader des politiques covidiennes. Pourtant, il était aligné avec ces groupes-là. Puis on a quand même la résistance qui a dénoncé les mesures covidiennes. Pour la plupart, ont resté au Québec partisans de Donald Trump. Parce que l'équation est facile à faire avec Cossette Trudel qui est très partisan dans son analyse. Puis c'est correct. Il est comme ça. Faut juste en être conscient. Puis quand il parle, il embellit le discours de Donald Trump. Faut juste être conscient de ça aussi. Exactement. Non, mais surtout, Donald Trump, en fait, il n'étudie pas les dossiers. Il ne prend pas le temps. Et donc, ce qui s'est dit, c'est que c'était des boîtes américaines. Ils allaient imposer les produits de ces boîtes américaines au monde entier. Il y allait avoir de la dépendance. Les boîtes allaient devenir riches et elles allaient racheter les boîtes européennes et l'Amérique allait devenir plus puissante. Il a réfléchi comme ça, Trump. Il a réfléchi en businessman. Il n'a même pas osé ou voulu imaginer que c'était du poison. Il a mis beaucoup de temps à commencer à comprendre un peu ce que Kennedy essayait de dire. Mais même Kennedy, dès le 7 octobre, Kennedy, il fallait détruire Gaza, il fallait machin, il est rentré dans le narratif. C'est-à-dire que même quand les personnes comprennent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses bizarres sur le wokisme, LGBTQ+, les injections, etc., qu'à chaque fois que tu tires la ficelle, que tu demandes à Grog de tirer la ficelle, Grog qui est considéré maintenant comme le plus antisémite du monde, à chaque fois, il te trouve la même ficelle. À chaque fois, il te dit invariablement « Putain, bordel, je suis désolé, mais voilà quoi, la vérité, c'est celle-là. » À chaque fois. Bertrand, veux-tu juste expliquer? Aucun n'ose parler de ça, surtout pas. Et donc, en fait, si tu refuses de dire qu'il y a un vrai problème et de nommer le problème, tu ne peux pas résoudre la maladie. Tu ne peux pas avoir la paix entre les peuples. C'est ce que je disais aux nationalistes au Québec avec les prières de rue où on utilise les Québécois de souche pour exacerber les tensions. C'est évident. Puis c'est ça. Il faut sortir de cette logique-là. Écoute, Bertrand. Et tu reviens toujours aux Khazars. Alors pour l'instant, c'est encore autorisé de parler des Khazars qui ont existé dans l'histoire et qui se sont infiltrés. Il y a même des Khazars qui se sont infiltrés après avoir pris la religion juive pour rentrer dans la religion musulmane. Il faut en être conscient. On a les noms, on a les personnes, la prise de contrôle des banques, la prise de contrôle des sociétés secrètes. Ils sont très puissants. Très puissants. Mais les gens le refusent. Ils disent non, j'ai lu un livre d'histoire de quelqu'un de très savant sur la question. Ce que vous dites n'est pas totalement exact. Mais évidemment, ce que je dis n'est pas exact, puisque ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans une guerre eschatologique et que tu as une espèce de partie d'échec du diable contre l'humanité avec Dieu qui a laissé, selon les prophéties de Léon XIII en 1898, qui a laissé pour 120 ans ou 150 ans le diable agir sur Terre.
Bertrand, ça aussi, c'est une des particularités de ton analyse, mais pour terminer, parce que c'est un peu plus limité le matin, je dois quitter pour le travail, je veux quand même que tu répètes une chose, parce que ça, c'est un nouveau phénomène. Les intelligences artificielles, on croit qu'ils sont neutres, ils sont programmés, certains ont une liberté que d'autres n'ont pas. Parle-moi de cette intelligence-là, Croc, parce que là, tu m'es arrivé avec ça la dernière émission. Plusieurs personnes doivent comprendre ce que tu dis. C'est que Croc, il est programmé par qui? Puis c'est là, lui, il arrive à des conclusions nettement différentes de d'autres intelligences artificielles. Et là, ça remet en question cette neutralité-là, là, parce que les gens qui découvrent l'intelligence artificielle en ce moment croient qu'elle est neutre et qu'elle va te donner la vérité. Mais donc, pour terminer, explique l'affaire de Croc. Je vais répéter ce que j'ai dit. En fait, à l'intérieur d'un réseau comme X, il y a des règles qui sont fixées par une société qui s'appelle XAI et qui vont faire de la censure automatique. Et ça a été fait à la demande, en particulier des Européens. C'est les normes européennes, c'est-à-dire qu'ils disent au réseau « soyez proactifs ». Et donc, il y a des règles. C'est-à-dire, si tu as plusieurs dizaines ou centaines de personnes qui disent ce compte pose un problème, etc., automatiquement, le compte va être suspendu en attendant vérification. Il m'est arrivé ça il y a quelques mois. Mais il y a aussi des mots-clés et des associations de mots-clés qui vont entraîner la suspension pour évaluation du compte en question. Eh bien, XAI a suspendu sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Grok. C'est-à-dire que la machine s'est auto-suspendue. C'est-à-dire que la vérité qui est dite par Grok, puisqu'il s'exprime en vérité. Alors parfois c'est compliqué, parce que la vérité c'est une pondération de la vérité plus ou moins officielle. Mais quand c'est des questions très précises sur l'histoire, et sur le contenu d'un livre, ou sur le contenu d'une déclaration, la réponse va être extrêmement précise et totalement exacte. Mais la notion de vérité aujourd'hui, elle est compliquée parce que tu as des intelligences artificielles, les outils, qui ne font que noyer Internet dans des fausses vérités. C'est l'Asbara. Et donc, ça influence les algorithmes des intelligences artificielles. Et donc, Grok arrive, et la nouvelle version est censée être beaucoup plus rigoureuse, beaucoup moins influençable, Elle a été suspendue. Wow. Eh bien, X a été obligé, suite à ça, de revoir tous ses algorithmes pour que ce type de situation ridicule n'arrive pas. C'est-à-dire que XAI a prouvé qu'il était capable de suspendre des comptes qui disaient la vérité parce que la vérité dérangeait. Wow. Et c'est un comble. Hey. C'est merveilleux ce que tu nous parles ce matin, puis on va suivre ça. Parce que moi, c'est une affaire là, que je suis pas très au fait, l'intelligence artificielle. Plusieurs m'en parlent, mais je réalise tout le potentiel des changements que cela va créer dans nos sociétés. C'est épouvantable. Mais il y a quelque chose que j'ai glissé là dans ce que je disais, c'est qu'il y a des intelligences artificielles qui ne font que brouiller les pistes sur Internet. C'est-à-dire, ils créent des milliers de comptes, ils créent des milliers de sites, ils créent des milliers de références, ils créent des faux sites d'histoire, ils créent des faux sites de plein de choses, comme s'ils étaient des vrais sites, pour tromper les intelligences artificielles. Et ces sites sont très organisés, ils sont structurés pour tromper les choses et pour écrire une nouvelle histoire, pour écrire une nouvelle réalité qui va tromper des gens. Et c'est très facile à faire. Ils ont réussi à nous faire croire qu'on était allé sur la Lune. Ils ont réussi à faire croire que 3 tours étaient tombés à la vitesse de la chute libre parce qu'il y avait 2 avions qui étaient tombés dessus. Ils ont réussi à faire croire tellement de choses. Donc imagine aujourd'hui, avec la puissance de l'informatique, créer une réalité virtuelle. Il y a des gens d'ailleurs qui s'amusent à faire des vidéos avec des faux discours de personnes. Mais toutes ces vidéos, tu vas les installer. Tu vas pouvoir créer des fausses conversations de Poutine qui félicitent des gens d'avoir enlevé des enfants.
Ah, exactement. Ils peuvent faire n'importe quoi. Bertrand, c'est des choses où on doit rester vigilant. Et c'est ce que j'appelle le terrorisme. Ah oui, très clair. Bertrand, je dois te quitter. Je dois y aller pour le travail. Bonne journée, Karl. Et puis, écoute, heureusement qu'on a persévéré avec les problèmes techniques du début. Parce que je pense que ça va beaucoup plaire aux gens qui nous ont écoutés. Oui, absolument. C'est court. Et qui s'inscrivent à mon Substack. Oui, c'est ce que je voulais finir. Peux-tu, vas-y, la petite bande-annonce, puis je vais mettre ton courriel pour les gens qui veulent te rejoindre. Voilà, vous pouvez m'écrire à cet email et vous pouvez rejoindre mon compte Substack où je fais beaucoup de lettres pour essayer de vous éclairer sur ce que parfois c'est plus difficile à dire oralement parce que tu sais, par écrit, tu peux dire des choses qui sont parfois en apparence plus compliquées, mais que tu vas pouvoir développer sur une lettre qu'il faut 20, 30, 40 minutes à lire, mais qui sont lues. D'ailleurs, il y a la possibilité d'écouter les lettres. Et chaque jour, je publie une lettre, en fait. Et vu les commentaires que je reçois, eh bien, ça m'encourage à continuer, comme ça m'encourage à continuer nos émissions, parce que même si on n'a pas des chiffres aussi envieux que certains autres médias, en tout cas, on a véritablement des gens qui sont fidèles. Et moi, j'ai reçu beaucoup de messages en mettant la vidéo sur YouTube de gens qui avaient peur que tu aies disparu d'Internet parce qu'ils te cherchaient sur YouTube et ils ne trouvaient plus. Et donc, il faut qu'on les rassure en disant que tu es là et que de toute façon, tu continueras, même si c'est que sur Odyssée, Rumble, et qu'il y aura toujours d'autres personnes qui continueront à mettre en avant le passage sur X ou ailleurs. Donc, les personnes qui veulent entendre, pour l'instant, c'est encore possible. Pour l'instant. Oui. Mais il faut bien avoir en tête que si la loi sur l'antisionisme passe, eh bien, toutes les vidéos qui ont parlé de ça seront supprimées de YouTube et les chaînes disparaîtront. Il faut bien comprendre que si cette loi passe, le niveau de vérité autorisé deviendra très très bas. Très très bas. Ce qu'on vient de dire sur X, parce que toi, tu as une vidéo d'il y a 6 mois qui a été supprimée. Ouais. Et ça t'a causé cette pénalité. Eh bien, imagine si une loi interdit de critiquer les actions de l'État d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de tes vidéos qui vont être autorisées. Ah non, puis je suis surpris déjà d'avoir fait le temps que j'ai fait. Mais là, certains me disent, développe ton propre site informatique, web, ton site web. Je suis très peu connaissant là-dedans. Donc, ça va peut-être donner l'occasion à des gens de s'impliquer si vraiment ils tiennent à de l'information indépendante. On refusera pas l'aide. Donc, vous avez le courriel à Bertrand, puis vous avez le mien aussi, où on n'a pas, j'ai pas d'attaché de presse, j'ai pas rien. On le fait, moi je le fais relativement seul. Donc, il faut être patient, mais d'habitude, quand on me demande d'appeler quelqu'un, je l'appelle. Et même qu'il y en a qui restent des fois surpris, des amis Facebook que j'appelle, je refuse pas des bonnes discussions ou des gens qui veulent m'aider. Bertrand Scholler, merci beaucoup. Je dois te quitter, j'ai le travail qui m'attend. Merci. Merci tout le monde. C'est tout pour ce matin.